Ensemble pour débuter cette nouvelle semaine de l'information sur la chaîne des valeurs, mesdames, messieurs. Tout de suite, on attaque les titres. L'initiative Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest vise à promouvoir des bonnes pratiques agricoles. Un atelier a eu lieu sur la question à Thiès, son coût estimé à 260 millions de dollars US. L'État du Sénégal ambitionne d'accompagner davantage les acteurs pour asseoir la sécurité alimentaire. Et face à l'augmentation des cas de divorce au Sénégal, l'association Ali Imran pose le débat en marge d'une conférence au lendemain d'Achoura. Le mariage et le divorce dans la charia et les effets néfastes de l'utilisation des réseaux sociaux, entre autres sujets abordés par le célèbre prêcheur Oustaz Alioune Sall que vous entendrez dans ce journal. À Saint-Louis, par contre, les acteurs touristiques et les syndicats d'initiative ne parlent plus le même langage. Depuis plusieurs mois, le secteur est en agonie, raison pour laquelle ces acteurs ont interpellé les autorités gouvernementales avant de réclamer la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau bureau. Vous entendrez leur porte-parole dans ce journal. Du sport et l'actualité internationale, ce sera tout juste. Avant de nous quitter, tout de suite, on attaque le développement. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal, cité un exemple en matière de transparence, d'inclusion et de lutte contre la corruption, mais le pays doit encore faire des efforts, notamment en matière d'accès à l'information gouvernementale et de réforme en matière de lutte contre la corruption, ceci à travers son deuxième plan d'action national concernant le programme pour un gouvernement ouvert. Une session d'échange avec les porteurs d'engagement a eu lieu à la fin de cette semaine. Plus de détails avec Alfred Boulakali, il est le directeur régional du PGO au Sénégal. Ses propos sont recueillis par Pape Alassane Diop. Quand vous voyez un cadre comme celui-ci, convié par la société civile, où autant de ministères viennent répondre, ça signifie tout simplement l'engagement de l'État dans ce processus-là. Et vous suivez aussi les discours concernant les politiques publiques. Aussi bien le président de la République que son gouvernement ne cesse de réitérer leur engagement à promouvoir la transparence, la participation citoyenne et d'autres valeurs promues dans le cadre du gouvernement ouvert. Nous sommes assez confiants. Cela dit, il y a quand même beaucoup de difficultés, de défis pour faire avancer les 8 engagements que nous avons mise en place de manière très participative dans le cadre de la co-création société civile-État. Et on est à 6 mois, il y a des lenteurs. La note du pays est très faible pour le moment. Nous voulons vraiment que des mesures très rapides soient prises pour qui participent, en tout cas, à créer les conditions pour que notre note d'ici décembre s'améliore. Cela passerait par exemple par l'adoption rapide de la loi d'accès à l'information. Je suis content du dernier papier que j'ai vu venant du ministère en charge. L'adoption de cette loi figure en tête d'affiche des réformes que le ministère veut très rapide, des réformes législatives que le ministère veut très rapidement voir aboutir. C'est aussi aller très rapidement vers une réforme législative de l'organe qui est en charge de la lutte contre la corruption. Renforcer la capacité du pays à faire face aux crises alimentaires et climatiques. À Thiès, un atelier a permis de faire le diagnostic. L'initiative du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest vise à promouvoir les bonnes pratiques agricoles entre pays membres. La rencontre avait pour but de définir les voies et moyens pour attirer du financement pour un meilleur accompagnement des acteurs. Mamadou Lamine Dia est le coordonnateur du projet au Sénégal. Suivons ses propos. C'est un projet régional donc, qui est coordonné au niveau régional par la CEDEAO, le SILS et le CRAF. C'est un projet qui est financé ici au Sénégal à hauteur de 230 millions de francs CFA, non, 230 millions de dollars, financé par la Banque mondiale et le FIDA. Et qui donc effectivement présente des interventions qui vont du développement à la recherche, en passant par plusieurs autres composantes, dont le financement à coût partagé. Et l'un donc des modes de financement. Et justement, nous sommes là effectivement pour partager et sensibiliser sur ce mode de financement qui est donc
le financement à coût partagé. C'est un financement qui concernerait à peu près une enveloppe de 33 à 34 milliards de francs CFA, avec une première fenêtre qui a une enveloppe donc de 20 milliards et qui donc donne des financements à des bénéficiaires de petits projets qui en tout cas varient entre 3 à 5 millions de francs CFA. Une deuxième fenêtre de 5-6 millions de francs CFA à 28,5 et une troisième de 28,5 à 285 millions de francs CFA. Le coût total du projet est estimé à 260 millions de dollars US. Ce programme vient à son heure. D'ailleurs, il entre en droite ligne des nouvelles orientations du gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, l'élevage et l'agriculture, deux secteurs névralgiques dans la lutte pour l'atteinte à la souveraineté alimentaire pour le Sénégal. C'est pourquoi l'État du Sénégal ambitionne d'accompagner davantage agriculteurs et éleveurs dans la quête de cette autosuffisance, a déclaré Ababakar Sadiragnan. Il est l'adjoint au gouverneur de Thiès. Nous l'écoutons. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes, notamment aux jeunes, aux femmes, et en tout cas à toutes les couches de la population. Et je pense que le financement est estimé à 230 millions de dollars. Si on devrait estimer ça en francs CFA, ça devrait nous amener à 130 milliards de francs CFA. Et nous espérons qu'au sortir de ces échanges, que les recommandations qui sont ressorties des échanges seront prises en compte pour permettre une meilleure appropriation du projet, pour permettre une réussite dans sa mise en œuvre, mais aussi et surtout pour permettre aux populations thiessoises, notamment les jeunes et les femmes, de pouvoir bénéficier de ces opportunités-là, de pouvoir réaliser leurs projets et surtout de pouvoir jouer le rôle qui leur revient de droit, c'est d'être des acteurs clés d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Effectivement, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, tous les services techniques concernés dans la filière élevage et agriculture seront impliqués. Mis à part les services techniques, il y aura aussi l'implication des acteurs communautaires, notamment les organisations communautaires de base, l'implication des maires, l'implication des présidents du conseil départemental. Et la plus importante, c'est l'implication des autorités administratives. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé aussi, au-delà de cet atelier régional, pourquoi pas essayer de déployer ça au niveau départemental en organisant des CDD pour permettre à toutes les couches de la population, à toutes les parties. Comme annoncé en titre, l'augmentation des cas de divorce au Sénégal, l'association Ali Imran pose le débat en marge d'une conférence islamique célébrant Ashura. Le thème de cette conférence traite du mariage et du divorce dans la charia. Il a été abordé par le célèbre prêcheur Oustaz Alioune Sall. Les réseaux sociaux omniprésents dans le quotidien des Sénégalais a aussi occupé tous les débats dans cette séance. Plus d'explications avec le président de l'association Ali Imran, Salif Sow, au micro de Cheikh Oumar Tall. Nous avons bien voulu choisir ce thème central qui est d'actualité, le mariage et le divorce dans la charia, vu sous l'angle du code de la famille. C'est un thème qui est d'autant plus d'actualité que nous sommes en présence d'un monde en déperdition de valeurs. Et faire revenir en fait les consciences au niveau sur les fondamentaux de notre société nous semble être vraiment le rôle de nos oustas, de nos dirigeants, pour au moins que les jeunes, la population puisse vraiment s'arrimer sur des bases sociales qui nous permettent de mener une vie saine. Moi je dis simplement que c'est une facilité uniquement que d'aller vers les réseaux sociaux. Alioune Sall a dit tout à l'heure, ce n'est ni un marabout, ni un oustas, ni un chef religieux, les réseaux sociaux. C'est un fourre-tout. Et je pense que l'intelligence de tout un chacun doit être de pouvoir choisir, prendre ce qui est bon dans les réseaux sociaux et ce qui est mauvais, le laisser. Mais si on doit tout prendre, automatiquement, on est même livré à nous-mêmes et après, notre éducation sera très difficile. Et malheureusement, nous parents, nous devons veiller vraiment à ce que nos enfants ne puissent pas être addicts de ces réseaux sociaux. Maintenant, c'est une addiction, hein?
Les réseaux sociaux, c'est comme le tabac, c'est comme la drogue. Nous allons à présent à Kaolack pour parler de la cérémonie de baptême de la 43e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active. Elle est composée de 94 élèves, dont 8 jeunes filles et 14 ressortissants de pays amis du Sénégal en Afrique de l'Ouest et du Centre. Intégrés depuis le 6 septembre 2023, ces sous-officiers viennent donc de terminer une formation approfondie alliant discipline et rigueur dans les rangs. Les explications du commandant de l'ENSOA, le colonel Elhaji Omar Faye. À l'issue de ces 2 ans de formation, nous pensons que les sergents de la 43e promotion sont prêts à servir et à remplir les missions qui sont les leurs. Comme vous l'avez entendu dans le discours, ils ont été soumis à 2 années de formation intense avec des modules comme le brevet de parachutisme, comme également la formation aux actions commando, en plus d'un module sur le droit international humanitaire. Chaque année, nous avons des étrangers. Cette promotion compte parmi elles 14 étrangers. Ça, quand même, c'est très apprécié. Ça montre des liens étroits entre nous et ces pays-là. Ça montre également qu'ils font confiance à l'école. Et pour nous, c'est une source de motivation, c'est une source de satisfaction. Donc, et ça nous honore. Ils sont prêts puisqu'ils ont été soumis à une formation très intense sur le plan physique, sur le plan intellectuel et sur le plan moral, avec des matières techniques, des matières tactiques et également des modules qui sont nécessaires à leur compréhension de la situation une fois qu'ils sont en dehors sur les théâtres. J'ai parlé du droit international humanitaire tantôt, donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. À Saint-Louis, par contre, acteurs touristiques, les syndicats d'initiative ne parlent plus le même langage. Depuis plusieurs mois, le secteur du tourisme est à l'agonie dans le nord du Sénégal, raison pour laquelle ces acteurs interpellent le gouvernement afin qu'il trouve solution à leurs problématiques. Ils veulent surtout la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau bureau du syndicat après l'expiration du mandat du bureau précédent. Abdoulaziz Kamara porte leur voix. Nous avons constaté que le tourisme saint-louisien est vraiment en fait en train de régresser de manière très soutenue. Alors, donc aujourd'hui, le syndicat d'initiative actuel a un bureau qui est caduc depuis le 25 juin dernier. Le syndicat d'initiative est mandaté pour 3 ans et chaque 3 années, ce syndicat d'initiative doit organiser une assemblée générale extraordinaire pour permettre en fait à tous les acteurs de pouvoir, s'ils veulent participer au bureau, qu'ils aient la possibilité de le faire. Mais nous avons constaté que depuis 9 ans déjà, c'est le même bureau qui est là. Et que le bureau ou le président du syndicat d'initiative n'a le droit qu'à 2 mandats. Et que ce que nous avons constaté actuellement, le bureau actuel est à son 3e mandat, ce qui n'est pas normal. Voilà ce qui explique donc la pétition que nous avons lancée pour interpeller les autorités à apporter une correction par rapport. Le deuxième acte de ce journal, l'actualité sportive du football. Les Lions du Sénégal ont remporté une victoire époustouflante hier dimanche face à la République démocratique du Congo. Le Sénégal fait une bonne entrée en Coupe d'Afrique des Nations avec une moisson de buts devant les Léopards dames, score 4-0. Les Sénégalaises auront donc fort à faire face à la Zambie pour la 2e journée des phases de groupe. Une victoire qualifierait les Lions du Sénégal en quart de finale. Le sélectionneur Mamoussa Cissé, de son côté, veut jouer la carte de la sérénité et de la patience. Nous l'écoutons. Nous avons beaucoup travaillé sur son style, nous avons beaucoup travaillé sur comment essayer d'utiliser un peu leurs faiblesses. Et on a fait la bonne entame par rapport à ce match-là. Déjà, nous avons marqué, je pense, 2 ou 3 buts dans les 20 premières minutes.
C'était l'entame qu'on souhaitait parce qu'on se disait que dans cette poule, il faut se donner, chaque match est une finale et il fallait se donner à fond. Et donc je félicite les filles, elles ont fait ce qu'on leur avait demandé sur ce match-là en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire, mais aussi en fonction de nos forces. Donc c'est une bonne entrée, mais après le reste, ça va venir dans la compétition. Je les félicite pour les efforts qui ont été faits, pour la lucidité qu'on a eue. Marquer 4 buts sur un match, c'est pas facile, surtout contre cette très très belle équipe. Ne pas en prendre aussi, parce que devant aussi chez eux, il y a beaucoup de percussions, il y a beaucoup de vitesse, mais nous avons su être réalistes dans les deux surfaces et je pense que c'est un très très bon match. Je félicite les filles encore. Le classement n'a aucune importance pour moi. Pour moi, surtout à cette étape-là, il faudra être premier ou deuxième à l'issue de la compétition. On sait qu'on a 2 finales qui nous attendent. Donc il fallait gagner ce match-là, c'est un objectif atteint. Maintenant, on va vite oublier ce match et nous projeter sur... Et puis toujours en football, cette nouvelle qui va certainement plaire aux clubs africains. La Confédération africaine de football souhaite doubler la contribution financière destinée aux 130 clubs prenant part à la Ligue des champions et la Coupe de la CAF en le faisant passer de $50 000 à $100 000. Ces ressources joueront le rôle clé dans le développement du football africain, l'amélioration de sa compétitivité à l'échelle mondiale et l'investissement dans le football des jeunes ainsi que dans les infrastructures, a expliqué Patrice Motsepe. Il s'est par ailleurs exprimé sur la performance des clubs africains lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 en cours aux États-Unis avec les équipes africaines quasiment éliminées de la compétition. La Coupe du monde des clubs se poursuit toujours aux États-Unis jusqu'au 13 juillet. Les demi-finales vont opposer Fluminense du Brésil à Chelsea d'Angleterre mardi. Et le Paris Saint-Germain va en découdre contre le Real de Madrid. Une rencontre prévue mercredi. À présent, l'actualité internationale. L'actualité internationale commence au Gabon. Le président gabonais Brice Oligui Nguema a officiellement lancé son parti politique, l'Union démocratique des bâtisseurs, lors d'une assemblée générale constitutive. Elle entre en concurrence directe avec le Parti démocratique gabonais, au pouvoir sans interruption de 1967 à 2023. Le lancement de ce parti renforce l'ancrage institutionnel du régime issu de la transition et ouvre une nouvelle phase de la consolidation politique. Élu en avril avec près de 95% des suffrages, Brice Oligui Nguema cherche à légitimer sa présidence par les urnes après avoir renversé Ali Bongo lors d'un coup d'État en août 2023. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10% aux pays des BRICS. Selon Donald Trump, cette mesure s'appliquerait également à tout pays qui s'alignerait sur les politiques anti-américaines des BRICS. En réponse aux menaces de Trump, les BRICS ont averti que toute hausse de tarifs douaniers menacerait le commerce mondial. Les BRICS, fondés en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont inclus l'année dernière l'Indonésie, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, et cette année le Nigeria. Enfin, en Iran, le guide suprême l'Ayatollah Ali Khamenei a assisté samedi à une cérémonie de deuil. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le début de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. Le dirigeant iranien a choisi de prendre part à ce rassemblement à la veille d'Ashura, après une absence remarquée pendant la guerre. Âgé de 86 ans, il avait passé le conflit dans un bunker alors que les menaces pesant sur sa vie s'intensifiaient. Sur ces images de la télévision d'État iranienne, on le voit saluer de la main et d'un signe de tête la foule qui se levait lorsqu'il entrait et s'est assis dans une mosquée à Téhéran. L'actualité internationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci à toute l'équipe qui a aidé à sa réalisation. Excellente suite de programmes sur la chaîne des valeurs.